Les débats et le débat a déjà commencé. Le grand bilan de ce débat d'hier soir. Évidemment, on a envie d'avoir votre avis sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est de nature à faire changer votre choix, votre vote? On débat ce matin avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre livre, plus que jamais d'actualité, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Éric Revel, bonjour, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio tous les matins à 9h. Revel, oh, vous dormez? Vous n'êtes pas réveillé du... Pas du tout. Vous avez une voix très... Non. Revel en campagne, c'est à 9h, donc je suis réveillé tôt le matin. Même si j'ai veillé tard hier soir avec ce débat de 3 heures. Il a tweeté tard. Avec ce débat de 3 heures. J'ai tweeté tard, bien. Oui, et on va se demander, d'ailleurs si ce débat est toujours adapté à 2022. On l'a un petit peu évoqué hier avec Christian de Villeneuve, dont c'était le coup de gueule. Mais on va y revenir. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Vous savez quoi, j'ai pas envie de faire les coups de gueule, on va rentrer directement. Bon, d'accord. Alors on les fait. Moi, j'en avais quasiment pas choisi, j'avais dit à Juliette parce que je pensais qu'il y en aurait pas. Allez, rapidement. Parce que ça correspond au débat. Ce qui a été effacé, c'est quand même un peu les entreprises. Et ce qui a été très effacé, c'est l'opportunisme électoral dangereux, et en particulier j'en relève un, c'est celui d'Emmanuel Macron à Marseille, qui a décidé et qui a jeté l'industrie des plastiques jetables à la mer. C'est-à-dire que il a dit c'est fini, au bout de 5 ans il n'y aura plus un seul plastique jetable. Il se trouve qu'il y a un syndicat des plastiques, y compris européen, qui a réagi violemment. Il y a Plastalliance, qui est l'alliance de la plasturgie et des composites du futur, qui se sont battus pour faire des jetables recyclables, exceptionnels, qui nous ont sauvés pendant la pandémie. Vous imaginez des hôpitaux sans plastique jetable? Les gants, tout ce qu'on nous avait dit de mettre au début. Et j'ai trouvé que cette déclaration du président, c'était l'écologie punitive d'abord, c'était complètement dogmatique. C'était, en plus, si vous voulez, c'est moi qui sais, c'était la mort d'une industrie nationale qui est l'une des championnes européennes, alors qu'on est tous en train de ramer pour relocaliser. J'ai été outrée parce que c'est pas une... a priori, franchement, Macron a le meilleur programme économique, donc c'est vrai qu'il a eu des qualités pendant ce quinquennat de soutenir les entreprises, etc. Mais là, il y a des investissements qui sont massifs dans l'économie circulaire. On recycle les produits. Non, mais vraiment, il ne faut pas passer là-dessus. Non, mais c'est un plastique bashing à la française, il a tué dans un discours électoral, il a flagué un secteur d'activité. Comment on peut supporter ça ? Bon, ça fait partie effectivement des annonces, des choses qui sont faites au détriment des entreprises. Alors, où il ne tient pas ses promesses électorales, et je le souhaite, où il les tient, et là c'est très embêtant. Alors, je zappe les autres coups de gueule, Sophie a fait un forcing, mais je voudrais qu'on entre tout de suite dans le débat. On y était. Déjà sur la forme de ce débat, Michel Taube. Déjà le principe même du débat, quoi. D'ailleurs c'est le plus mauvais des scores d'audience qu'a eu le... 15 millions, c'est pas mal. Ouais, mais c'est 1 million de moins qu'il y a 5 ans, et c'est en audience cumulée sur toutes les chaînes et radio. Et je pense qu'en fait 2h30, 3h, à la limite ça suffit même pas pour faire le tour de tous les vrais enjeux qui se posent à la France. Donc peut-être qu'il faudrait s'inspirer d'un système à l'américaine où il y a 2, 3, 4 débats entre les candidats d'une heure sur un thème précis qui permettrait de creuser un peu plus et de créer une redondance qui laisse vraiment à nos concitoyens la possibilité de faire des choix et pas uniquement sur un show de voilà. Après je pense que Marine Le Pen s'est fait prendre au piège. On va revenir sur le fond, mais ces 3 heures de débat, Éric Revel, où on a quand même survolé un certain nombre de thèmes, comme l'éducation, comme la santé. Il n'y a pas eu de... On n'en a pas parlé du tout. On n'en a pas du tout parlé. Absolument. Éric, vous trouvez qu'il faudrait changer ? Changer quoi? Je pense que l'exercice a pris un sacré coup de vieux. Oui, l'exercice a pris un sacré coup de vieux. C'est maintenant très institutionnel. Bon, celui-ci a été particulièrement, je trouve, soporifique. Alors comme Sophie de Menton veille tard, elle a vu sans doute mon tweet, effectivement, qui a connu un vrai succès. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'attitude d'Emmanuel Macron étrange. Oui, il avait une posture, une gestuelle, des regards qui donnaient
l'impression ou bien qu'il avait déjà gagné, ou bien qu'il considérait que Marine Le Pen, et elle ne l'était pas toujours, n'était pas à sa hauteur dans le débat. Mais surtout, ce que je note, si vous voulez, j'aimerais pour une fois citer François Mitterrand qui disait après moi, la fonction ce sera des comptables. Ben voilà, on a eu l'impression hier, et Marine Le Pen est tombée dans le piège, me semble-t-il, d'avoir en face de Marine Le Pen une magnifique mécanique intellectuelle, une sorte d'ordinateur, de tableau Excel qui connaissait à fond ces sujets. Oui, et en face, on a une Marine Le Pen qui a été débordée parce qu'elle n'a pas la même crédibilité, me semble-t-il, sur ces dossiers. Et ça m'a absolument frappé. On a l'impression qu'on assiste à une France qui disparaît, qui n'est plus celle d'un roman national, mais qui est celle d'une France qui va se diluer dans l'Europe et dans la mondialisation. Et ces deux oppositions m'ont semblé absolument flagrantes. Vous voyez, je dis pas modernité et passé. Je dis simplement qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que tout le discours d'Emmanuel Macron dans ce débat, me semble-t-il, nous a poussé dans une France de demain, mais qui n'est pas la France que certains ont encore en tête. Et ça, c'est absolument manifeste. Maintenant, sur le fond, Valérie, c'était très technique. Franchement, j'ai suivi, mais je veux bien imaginer que le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français dans les sondages et au quotidien, parce que il y a des Français qui ont du mal à finir les fins de mois et à commencer les fins de mois et qui sont à 1 euro près ou à 5 euros près. Mais c'était tellement technique cette mise en jambe que je pense que ça en a repoussé plus d'un. Oui, on est dans l'ère des comptables finalement, des tableaux Excel, et on a abandonné. D'ailleurs, c'est la fracture principale. C'est la fracture principale entre cette France qui bénéficie de la mondialisation, celle qui en est victime, celle qui s'appauvrit et celle qui s'enrichit. Et ces deux candidats, je trouve, incarnaient bien ce débat. Oui. Jackie? Oui, mais il se trouve que nous, il y a 5 ans, avec mon camarade Alexandre Malafaille, que vous connaissez bien, de Sinopia, on avait dit il faut changer tout ça et il faut en faire plus entre les deux tours, un peu comme les Américains, mais comme d'autres pays. Parce que, avait-on dit, si on pense que le débat est important, avec plusieurs débats, on arrivera véritablement à voir qui est le meilleur. C'est un des arguments. C'est le premier point. Deuxième point, le débat participe à cette société du spectacle, évidemment, et c'est pas caricatural. Et donc, si ça participe à cette société du spectacle, eh ben, j'aurais envie de dire, Monsieur Thuillier, Madame Ernotte, qu'est-ce que vous attendez pour prendre un rendez-vous avec Monsieur Le Gret, patron de la fédération de football, pour qu'il leur explique que toutes les grandes fédérations de sport, à un moment, se sont dit le temps et le format, c'est important pour ne pas perdre les auditeurs. Et donc, ils ont une logique d'auditeurs. Et donc, il faut impérativement qu'ils se disent comment on contraint sur 1 heure, 1 heure et demie. Il faut qu'ils changent les formats, il faut qu'ils en fassent plusieurs. Là, il faut vraiment qu'ils fassent leur job, parce qu'on l'a introduit en 1974. Arrêtons cette caricature franco-française qui consiste à montrer qu'on est incapable d'évoluer. Donc là, le boulot, c'est vraiment de la télé. Ils ont 5 ans pour dire il faut faire plusieurs débats, il faut les faire beaucoup plus courts, et vous verrez que en termes d'audience, eh bien, ça suivra, et surtout, ça servira beaucoup mieux la démocratie. Allez, petite pause, c'est l'heure du journal. On se retrouve avec ce débat, avec le débrief, avec l'analyse de cet entre-deux tours, de ce débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À tout de suite. Non. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous parlons nous revenons sur ce débat d'hier soir de l'entre-deux tours, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec ce matin Sophie de Menton, journaliste, pas encore, un peu quand même, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Revel en campagne, il va bientôt pouvoir partir à la campagne, Éric Revel. Ça se termine bientôt. Ça se termine bientôt la campagne. Il y en a une autre qui va commencer. Oui. Il y a les législatives. Oui, il y a les législatives, c'est vrai. Donc la campagne encore un peu, pas tout de suite le bord de mer. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Nous parlions de... Oui. Et d'ailleurs, on ne saura pas finalement si elle est prête à faire un référendum sur le rétablissement de la peine de mort ou pas, parce que Marine Le Pen a quand même souvent changé d'avis sur la question.
Ouais, c'est vrai. Comme sur plusieurs sujets. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je voudrais dire un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec Éric Rebel. Je trouvais que Emmanuel Macron n'a pas échappé à son naturel, qui est revenu au galop, à savoir un côté assez hautain, effectivement une gestuelle qui était vraiment donneuse de leçons et franchement je trouve que c'était assez peu acceptable, ne serait-ce que par respect pour la personne qui était en face de lui, pour les femmes aussi. Vous pensez que ça aurait été différent s'il avait eu un Xavier Bertrand en face de lui J'ai eu le sentiment personnel, donc on est complètement là dans le ressenti, dans la forme. J'ai eu le sentiment que j'étais méprisée parce que j'étais une femme. Il a pratiquement levé les yeux au ciel, il la prenait pour une blonde. Et alors, c'est peut-être effectivement le contenu de Marine Le Pen qu'il trouvait méprisant. Je ne pense pas qu'il aurait eu ce type d'attitude avec un homme. Alors, ceci est surtout ce que je veux dire, c'est que je pense qu'elle s'est fait prendre au piège de sa stratégie de dédiabolisation. Elle a voulu tellement se donner une bonne image, imposer une bonne image d'elle-même depuis 5 ou 10 ans, faire oublier l'échec de son débat de 2017, qu'elle en a perdu toute la saveur et j'ai envie de dire l'acuité de certaines de ses propositions. Et je trouve que par exemple sur la laïcité, le moment à mon avis décisif du débat où Emmanuel Macron lui dit si vous rétablissez le voile, vous aurez la guerre civile. Enfin, pour moi, c'était le dévoilement de la soumission. Le dévoilement de la soumission d'Emmanuel Macron à ce qui est en train de monter dans la société française, à savoir qu'effectivement le voile, c'est la soumission de la femme à l'homme, c'est la soumission de la femme à des diktats religieux contre les lois de la République. Et Marine Le Pen ne lui a quasiment pas répondu. Oui, elle aurait pu lui répondre Monsieur Macron, vous êtes le candidat, vous êtes le président de la soumission. Elle aurait pu sortir Houellebecq qui avait écrit son roman Soumission. Et j'ai trouvé qu'elle était insipide. J'aimerais terminer. Elle manquait de réaction sur beaucoup de sujets. Et sur beaucoup de sujets, elle a été absente. Elle a voulu tellement se donner une bonne image de fréquentabilité qu'elle en a oublié ses fondamentaux. Et ça, pour moi, c'est la raison principale de sa baisse importante dans les sondages entre les deux tours, c'est que, je le répète, elle a refusé de rencontrer Éric Zemmour, elle a refusé de parler des sujets sur l'identité nationale et que elle a beaucoup déçu, à mon avis, des concitoyens de droite qui ne comprennent pas cette volonté d'aller séduire la gauche sur le pouvoir d'achat, etc., alors qu'elle devait aussi assumer d'être la candidate de l'identité française, ce qu'elle n'a pas du tout été. Oui, mais ça, c'est un des points. Sophie Menton. D'abord, il a eu une très bonne réflexion. Il a dit: est-ce qu'on sera le seul pays au monde où on interdit le voile? Moi, ça m'a un peu traumatisé. Oui, mais on a été le seul pays au monde à faire la déclaration des droits de l'homme à une époque. Je finis. On est souvent précurseurs. Je voudrais terminer. Avant-gardiste. Oui. Donc, ça m'a interpellée parce que c'est vrai. Comment faire? Est-ce qu'on va courir après les femmes qui sont voilées? Et je partage totalement, Michel, votre position sur le fait que c'est un symbole de soumission. Ça, c'est une chose. Donc, il faut lutter contre. Je voudrais terminer mon propos. Ouais. Mais la deuxième chose, on va pas faire toutes les propositions. Oui, là, on parle toutes les en global. Je peux dire deux mots. Allez-y. La deuxième chose qui est très importante, c'est que je pense que l'attitude de Marine Le Pen était volontaire. On peut pas être traité de facho, mais de facho dans pas tous les titres, tous les jours. C'est le fascisme qui arrive en France. Les pays du monde, nous ne parlerons plus. On peut pas être l'ennemi public numéro 1 et insulté par toute la presse, même si on est pour Macron, on ne peut être que scandalisé sur cette halalie absolue sur Marine Le Pen, sans quand même se protéger un peu. Elle n'allait pas en rajouter. Je veux dire que donc, elle a essayé de tenir bon. Je ne sais pas qui aurait eu le courage d'être insultée comme elle l'a été, mais gravement, parce que je veux dire, être fasciste, c'est vraiment grave. Sur la forme, et je finis ma phrase. Et donc, je pense qu'elle a essayé de se refaire une image. En fait, elle a compris qu'elle avait perdu. Oui. Et elle s'est dit, j'ai perdu. Donc, elle n'a pas attaqué vraiment sur les points comme ça. Elle s'est refait une image parce qu'elle a parlé de la souffrance animale, parce qu'elle a été sympa, parce qu'elle n'a pas été agressive. Non, mais pas et Marine Le Pen n'est plus l'ennemi public numéro 1. Enfin, elle s'est retrouvée en position d'accusée. Oui, mais souvenez-vous de cet échange de 1995. Moi, je suis souvent comme vous, on se dit, allez, vas-y, rétorque ci, rétorque ça. On est tous avec Eric, Sophie et
et Michel et vous, on est des spécialistes et on est des amateurs de grande rhétorique. Mais souvenez-vous de cet échange en 95 entre Chirac et Jospin hors plateau. Oui. Et qui disait oui, nos équipes disent allez, vas-y, étends-le et tout ça. Et Chirac, du haut de sa majesté, qui dit les militants adorent ça, mais les Français détestent ça. Et en fait, c'est véritablement ça qu'il faut voir. Et je vous parle à dessein parce que j'étais hier avec des jeunes filles complètement macronistes, mélenchonistes et qui vont voter Macron. Et plus le débat avançait, je les regardais, je ne disais rien. Et elles étaient dérangées par l'attitude dominatrice et dominante du président de la République, parce que là, il n'était pas vraiment candidat, il s'était mis véritablement. Et elles cherchent à se victimiser, parce que sur toutes ces idées, c'est assez compliqué de retourner la France. En revanche, d'arriver, comme l'a dit Sophie, essayer de se victimiser en montrant quelqu'un qui tient son débat, mais en même temps, en étant dominé de la mauvaise manière, par quelqu'un qui lui coupait tout le temps la parole, 2, dans la sémiologie des images qui nous étaient envoyées, quelqu'un qui était un peu, pardon Sophie, vous ne lui répéterez pas parce que vous le connaissez très bien, un espèce d'Alain Madelin de temps en temps qui se rongeait les ongles, qui était de travers, qui gesticulait un peu. On lui a souvent reproché à Madelin comme ça de ne pas savoir. Et Macron en fait était assez grossier et il envoyait ça à 15 millions de personnes. Et en fait derrière vous ne savez pas ce que ça peut provoquer. Comme réaction. C'était son intention et c'était une intention qui, si jamais on essaye d'analyser la stratégie comme pourraient le faire deux équipes de foot par exemple, c'est évidemment ce qu'il fallait faire parce que techniquement, elle était absolument pas capable de le retourner. Mais c'est pas elle qui a fait les mimiques d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je suis assez surpris par les unes de la presse. Je pense que les journalistes dans leur ensemble se sont laissés finalement piloter par leur logos en se disant techniquement il a été le meilleur et personne ne dit quel sera l'impact de cette attitude d'Emmanuel Macron. Et je conclue juste là-dessus. Peter Sloterdijk, qui est donc un grand philosophe allemand qui connaît extrêmement bien la France, ce matin, le dit clairement, lui, les philosophes, ils s'en foutent, il fait pas de campagne. Il dit de toute façon, vous savez, les Français votent pas avec leur cerveau. Et donc ces images-là, ce message-là, je pense qu'il peut être, en tout cas, quelque chose qui. Alors, je voudrais qu'Éric puisse intervenir. Pour le 3e tour des législatives. Vous le direz après. Éric Revel sur l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux, c'est-à-dire ce point sous le menton avec ce regard un peu ma pauvre fille. J'ai tweeté assez tôt sur son attitude. Je vous le dis encore une fois, c'est vrai que c'est assez particulier et assez extraordinaire de voir Emmanuel Macron dans cette gestuelle et avec ses regards qui étaient extrêmement arrogants, insolents. Mais c'est quoi? C'est la nature, c'est sa nature profonde ou il l'a calculé? C'est indéniable. C'est quelqu'un de brillant. Enfin, je veux dire. Mais est-ce que vous savez, Alain Boer me disait un jour, mais est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de brillant pour être chef de l'État? En fait, c'est une question centrale. On a besoin de quelqu'un qui a une vision pour le pays. Mais on a surtout besoin. Quelqu'un de brillant politique, c'est un type remarquable. Oui, mais il est en guerre. On a surtout besoin de quelqu'un qui comprenne et qui aime les Français. Or, c'est pas le sentiment qu'il a donné, me semble-t-il. Mais juste sur ce que disait Jackie il y a 2 secondes, c'est qu'il y a une grosse différence entre les unes. Ce matin, je regardais de la presse nationale entre guillemets et celle de la PQR, parce qu'en fait, vous êtes sur une véritable fracture là. Vous avez les élites dans les grandes métropoles et à Paris, avec des unes qui sont extrêmement défavorables à Marine Le Pen et extrêmement favorables au côté brillant et connaissance des dossiers d'Emmanuel Macron, mais c'est pas le cas de la PQR. La PQR est beaucoup plus tranchée parce que la PQR proche du sélecteur, c'est cette PQR, cette presse quotidienne régionale, que dans les régions, la France, dans nos territoires, souffre beaucoup plus, c'est la fameuse France périphérique, et vous allez voir, si vous regardez bien les unes de Ouest France, de Sud-Ouest, les unes de Libé, qui a été d'ailleurs concoctée avant la fin du débat, absolument, elle est nulle. Il y a une véritable, il y a vraiment un gap, me semble-t-il, entre l'appréciation de ce débat vu par la presse de région, par la PQR, et la vision qu'en a la presse nationale. C'est quoi la une de Ouest France? Bon, comme non, mais sur les titres, je l'ai plus en tête, mais sur les titres, c'est beaucoup. Les étrangers ont dit que Macron était à Mathieu Vu.
Ah oui, la presse étrangère a dit ça. Mais comment vous comprenez le fait, pour aller un peu plus sur le fond, que dans sa préparation, elle se soit retrouvée à être obligée de défendre son programme et qu'elle ne l'ait pas attaqué sur son bilan? Il n'y avait aucune... Alors, elle a un peu attaqué sur son bilan, mais en fait, je vais vous dire, il y a une vraie faiblesse historique chez Marine Le Pen sur les dossiers économiques. Oui. Elle enfonce un coin à un moment donné sur son bilan quand elle cite à juste titre l'exorbitant déficit commercial que la France accumule. On est à 85 milliards, on sera à 90 milliards ou 95 l'année prochaine. Mais elle aurait dû continuer, elle aurait dû tracer sa route en disant mais vous nous parlez de réindustrialisation, vous nous parlez d'emploi industriel, mais comment expliquez-vous, Monsieur Macron, qu'avec un tel déficit, vous pouviez nous laisser croire que vous avez réindustrialisé la France? En fait, elle a tiré des petites brides du bilan d'Emmanuel Macron qui est parfois pas fameux, mais elle n'a pas suivi le sillon qu'elle traçait elle-même. Elle a préféré s'enferrer dans un débat qui est éternel à chaque débat du contour de la présidentielle, qui est le calcul du chômage. Les catégories A, les catégories B, les catégories C, la définition du chômage par le BIT. Mais ça, la France profonde, la France périphérique, elle s'en tape et elle ne comprend pas. Elle a essayé de jouer la technicienne, alors qu'à mon sens, elle n'a pas les armes pour jouer la technicienne. Elle a parlé de la souffrance animale et il a répondu en chiffres. Elle a parlé de la souffrance animale, c'était étonnant, et il a répondu ça coûte de l'énergie si on fait telle et telle chose. Elle a parlé, moi je pense que Marine Le Pen a voulu toucher les gens au cœur. Elle parlait avec le ventre, avec le cœur quand même, quoi qu'on en pense. Et Macron a parlé en énarque. Je veux dire globalement, peu importe. Sur son parti, par exemple sur le prêt russe, on est là, oui, alors il l'a bien embarqué sur le prêt, on a sorti la petite phrase qui va rester, mais elle lui a quand même dit un truc hallucinant qui parle à tout le monde. Elle lui a parlé d'un parti pauvre. Et personne s'est dit, le tacle, il est là. Enfin, je veux dire, la pauvreté pour les gens, c'est leur angoisse ultime. Dès qu'on leur dit quelle est votre peur viscérale, c'est d'être pauvre. Et d'être pauvre avec mes enfants. Elle lui balance ça dans les dents. Et nous, on est là sur des espèces de formules parce qu'on veut du Chirac, Mitterrand. On va continuer ce débat 0826 300 300 à tout de suite. Les débats, on continue avec vous à parler de ce débat, de l'entre-deux tours hier soir. Qu'en avez-vous pensé? Je suis assez épatée par les réactions de nos auditeurs qui, dès qu'on prononce le nom d'un candidat, sont persuadés qu'on en dit du bien. Des gens nous disent oui, vous êtes macroniste et tout. On vient de taper sur le président de la République non-stop. Mais ils sont comme le CSA, qui décompte tous les heures. D'ailleurs, est-ce qu'attention, on doit encore faire attention aujourd'hui? Non, mais ça, c'est un truc qu'on apprend quand on forme un média training des gens. Par exemple, si on dit à un directeur d'usine, oh, mais dis donc, la petite fumée, là, monsieur le directeur, est-ce que c'est pas de Tchernobyl? Et si le directeur dit, mais absolument, ça n'est pas de Tchernobyl, on lui dit, stop, il faut pas prononcer le mot. Donc, ça veut dire qu'on est conditionné par le champ lexical. Non, là, on est dans un débat, on parle, on a dit du bien de Marine Le Pen, du bien d'Emmanuel Macron, du mal de Marine Le Pen, du mal d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on essaye d'être dans la nuance et dans l'analyse. En tout cas, moi, ce que je pourrais prendre à la question précédente, je pense que Marine Le Pen était vraiment hantée par son débat de 2017, qu'elle a voulu tout faire pour éviter de tomber dans des excès, on va dire, d'incompétence, et que du coup, elle est devenue tellement aseptisée, tellement fade dans ses propos qu'elle a finalement raté son débat. C'est-à-dire, elle a peut-être fait oublier l'échec de 2017, mais elle ne s'est pas mise dans la peau du challenger qui veut pousser Macron dans ses cordes, à la fois sur son bilan, sur les incohérences de son programme, et surtout sur la force, selon elle, je dis bien selon elle, de son programme. Donc du coup, je pense qu'elle a raté ce rendez-vous et elle va encore buter une fois de plus sur son plafond de verre. Elle n'a pas d'accord avec Michel. Juste Michel, je pense que ce qu'il faut voir, c'est de se dire la gamme de missiles que le président de la République avait à sa disposition était à mon avis beaucoup plus large. Je prends un exemple. Qu'est-ce qui a été le message de l'ensemble des porte-paroles de Macron avant le débat? Ils ont ressorti
les déclarations de Jean-Marie Le Pen. Donc si jamais elle était rentrée dans cette relation de confrontation extrêmement violente, je pense que Macron lui rebalançait le point de détail. Macron lui rebalançait le dur à four crématoire, parce que vous le savez, et moi j'ai fait un plateau avec Ballard, donc son porte-parole. C'est impossible de dire oui mais non, parce que sinon les journalistes sont obligés de réexpliquer ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, donc il faut surtout pas aller là-dedans. Donc à mon avis, la gamme des armes qu'il pouvait utiliser, si elle était rentrée dans le jeu, aurait été beaucoup plus large. Et donc elle avait absolument pas intérêt de jouer la confrontation et de boxer dans la même catégorie. Moi je me suis pas senti concernée par ce débat. Enfin très personnellement, je me suis dit qu'on parlait pas des sujets qui me préoccupaient. À mon niveau, même le pouvoir d'achat, j'ai trouvé que c'était une bataille de chiffres. On n'a pas parlé de l'école, on n'a pas parlé de la santé, on n'a pas parlé de la sécurité de façon concrète. Des violences urbaines. Enfin, il n'y a pas eu ces sujets qui préoccupent les Français et on ne s'est pas mis à leur portée. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Oui, alors d'un autre côté, les Français, ils étaient hier, en fait. C'est vrai, Valérie, mais c'est pour ça qu'ils étaient plutôt devant le choix. Qui ai-je envie d'avoir comme président? Et je me demande à quoi, pour les indécis, le nombre d'indécis est incroyable, il y avait finalement aussi le choix d'une personnalité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous le disiez d'ailleurs à propos des jeunes filles qui regardaient. Il faut faire très attention parce que, oui, alors est-ce qu'on veut un président tellement compétent qu'on ne comprend pas ce qu'il dit et que on n'a pas le choix, on n'a pas droit à la parole, c'est terminé, il sait mieux que tout le monde, il est méprisant. Est-ce qu'on veut ça ? Ou alors il y avait une femme qui essayait de se mettre à la place des gens, de voir comment elle pouvait faire pour aider les plus pauvres. Je ne sais pas finalement si les gens n'étaient pas en train de chercher ce qu'ils voulaient. Au final, la conséquence de ce débat, ça risque de renforcer le camp des abstentionnistes et des votes blancs. Oui, je pense que la tentation, effectivement, de ne choisir ni l'un ni l'autre, elle sera sentie grandie de ce non-débat, parce que finalement c'était un non-débat. Et le risque d'abstention, c'est la grande surprise. On a un auditeur en ligne avec nous, Michel. Bonjour, vous nous appelez d'Argelès-sur-Mer. Oui, bonjour Valérie, expert. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous avez regardé le débat hier? Oui, naturellement, oui. Écoutez, de toute façon, effectivement, je partage un avis, c'est que M. Macron est méprisant. Il l'a démontré tout au long de son quinquennat. Et de toute façon, il faut abattre Marine Le Pen à tout prix. C'est la candidate de l'extrême droite. Ça paraît dans toutes les discussions, essentiellement avec les lieutenants, on va dire. À tel point, un jour, M. Macron a nommé François Mitterrand. Et la candidate de l'extrême droite, sans la nommer, et ça, personne n'a jamais rebondi sur le passé de François Mitterrand. On sait que l'extrême droite, elle était plutôt du côté de François Mitterrand que de Marine Le Pen. Alors maintenant, Marine Le Pen, elle a un gros inconvénient, c'est que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc il faut la battre à tout prix. Bon, moi, sinon, je n'ai pas trouvé du tout le débat déséquilibré. Effectivement, il a porté des coups bas, comme d'habitude, M. Macron. Et je pense que même Marine Le Pen aurait pu répondre, notamment sur McKinsey, sur la commission de la banque Rothschild, parce que dans la déclaration de patrimoine de M. Macron, il n'a pas un gros patrimoine, M. Macron. Où a-t-il mis son argent? Parce qu'il peut attaquer Mme Le Pen sur l'emprunt auprès d'une banque russe, mais il est totalement anormal qu'un citoyen, qu'il soit français ou d'origine étrangère, mais installé en France, ne puisse pas
avoir un prêt d'une banque française. Ça devrait être... Oui, mais est-ce qu'on n'a pas été bassiné de ce type de scandale pendant pseudo-scandale? Ils ont fait toute la campagne. Pseudo ou pas, mais on n'en sait rien. Le compte caché de Macron, excusez-moi, il est caché en tout cas. Oui, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Effectivement, beaucoup de gens disent pourquoi elle n'a pas attaqué sur Alstom, sur McKinsey. Je pense qu'elle a eu une réflexion assez drôle sur McKinsey d'ailleurs. Sur les marchés, c'est un dossier essentiellement parisien quand même si moi je voulais juste dire à Michel, je pense que quand même elle avait en tête un point qui est important, parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours? Jean-Luc Mélenchon nous a dit je serai Premier ministre. Donc la deuxième campagne est en train de démarrer. Élisez-moi Premier ministre. Et donc dans son attitude de vouloir continuer à polisser face à quelqu'un qui lui va proposer des candidats qui seront 577 candidats un petit peu arrogants, est-ce qu'elle n'est pas en train d'ouvrir cette séquence en se disant bon, advienne que pourra dimanche prochain, mais le véritable enjeu pour le Front National, c'est de passer de quelques députés à 30, 40, 50 comme la France Insoumise. Peut-être qu'elle avait déjà quand même ça en tête, et pour ce faire, il fallait poursuivre cette attitude qui va aider ces candidats dans les territoires. Elle s'est dédiabolisée. C'était son objectif numéro 1. Et on la comprend après tout ce qu'elle a pris dans la gueule. Maintenant, ça effectivement n'augure pas du tout de sa compétence, loin de là. Mais elle s'est dédiabolisée. Je pense que même à titre personnel, je crois qu'elle en avait besoin. Et d'ailleurs, elle a envie, quand on lui a posé la question, elle savait bien qu'elle ne serait pas présidente de la République, a priori, quoi que je me trompe peut-être. Elle voudrait continuer à travailler effectivement pour son pays, dit-elle. Et je pense que cette dédiabolisation, ne minimisez pas ça, ne minimisez pas ça. Un auditeur, Xavier, me dit, ma fille qui a voté Mélenchon n'a pas supporté l'attitude de Macron hier. Elle me convainc plus que l'autre pervers narcissique, lui a-t-elle envoyé en tweet. Elle a peut-être raté son débat, me dit Xavier, mais elle a touché le cœur de la France d'en bas. Les jeunes filles, surtout les filles. Mais ça renvoie aussi à des choses un peu plus politiques, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles idéologiques, notamment sur la question économique, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La tentation de beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter Le Pen, option qui n'a pas été proposée par les Insoumis dans leur consultation de la base la semaine dernière, est réelle. Et je pense qu'effectivement de ce débat, il peut ressortir, encore une fois, une incitation de beaucoup d'électeurs français à ne pas aller voter dimanche. Et je pense que ça sera la principale conséquence de ce débat que moi je vois poindre, et donc on risque d'avoir moins de votants dimanche que il y a 15 jours. Ou alors, on peut dire le contraire, que les indécis se disent en tout cas, elle est vraiment plus sympa et je veux pas de ce mec. C'est possible aussi. Hein. Jacques Attali dit, doit-on reprocher sa virtuosité aux musiciens? Il faut cesser de dénoncer comme de l'arrogance ce qui est avant tout l'affirmation d'une compétence. La formation d'une compétence. La France ne sera grande que quand elle valorisera l'expertise et l'excellence. Mais on aimerait effectivement. C'est du sophisme, ça. On le sait très bien, c'est du sophisme. Ce n'est pas un footballeur, Emmanuel Macron. Non, ça n'est pas un technicien. Un footballeur qui nous marque un super but, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande que ses valeurs soient portées comme les nôtres un peu partout ailleurs. Et incarnées. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, parce que quand c'était François Hollande qui allait à l'étranger, les électeurs, les citoyens français étaient dérangés par la manière dont il incarnait. Donc pour le coup, Monsieur Attali, qui d'ailleurs, à un moment, vous le savez, Julien Drey le raconte, voulait lui aussi devenir homme politique. Et vous savez comment on l'a dissuadé? Julien Drey le raconte un peu partout. Il a fait, comme tout le monde, une petite table ronde lors d'université d'été du Parti Socialiste, puisqu'il se permet de commenter, on va commenter aussi. Et puis, les gens l'ont regardé, ils se sont dit, c'est qui ce mec-là? Je comprends rien. Et Julien Drey dit, on a fait le même truc avec Macron, sauf qu'on n'avait pas prévu que les jeunes ou les militants, lors de l'université d'été, étaient là devant Macron et l'écoutaient. Et Julien Drey s'est dit, merde, là, on a un problème. Oui, alors il faut... Alors, Sophie, vous n'entendez pas la musique, là? Le générique? Non, vous l'entendez pas? Je sais pas, peut-être qu'on l'entend pas en studio, mais là on est obligé de s'arrêter parce que c'est la pub, mais vous aurez la parole tout de suite après. À tout de suite. Les débats avec Jackie Isabello, Michel Taube, Sophie de Menton et Éric Revel. On apprend qu'Emmanuel Macron a réservé le Champ de Mars pour dimanche soir, donc pour une allocution s'il remporte. Vous croyez? Il faut bien prévoir. Il va pas. Oui, je sais bien. Il va appeler un grand parti centriste. Il faut dire que sa première prise de fonction a été remarquable. On a tous été éblouis, et c'est important parce qu'en fait, Macron
Macron a été le prince charmant de la France quand même. Quand il a débarqué de nulle part, il était. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais très séduite. Sophie de Menton est tombée amoureuse. Non, oui, c'est vrai. Je suis tombée amoureuse il y a 5 ans. Amoureuse vous savez ce que c'est qu'une femme déçue, séduite et abandonnée. Ça peut être dangereux. Mais si Macron, c'est votre cas, vous allez avoir des ressentiments vis-à-vis d'Emmanuel Macron, alors. Pardon ? Si c'est votre cas, vous allez avoir des ressentiments vis-à-vis d'Emmanuel Macron, si vous le sentez. J'ai des ressentiments, bien sûr, ce qui n'augure rien de mon vote. J'ai des ressentiments sérieux, mais je pense que pour pas mal de citoyens qui ont voté, Macron a incarné le charme. Il avait, souvenez-vous, les 3 premiers mois, il avait le magic touch, tout ce qu'il faisait, ça marchait. C'est ce qu'évoquait Jackie Isabello. Sauf que là aujourd'hui, ça a mal tourné là. Et qu'on a, enfin, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui vont voter, qui adhèrent au vote d'Emmanuel Macron. Non, mais moi je pense qu'il y a vraiment une minorité de Français qui adhèrent par engouement à Emmanuel Macron. En revanche, je pense qu'il y a, contrairement à ce qu'on a dit, il y a un vrai front citoyen, front républicain qui a fonctionné. Et je pense que, en tout cas, je ne m'explique pas autrement la fulgurance de la percée d'Emmanuel Macron dans les sondages depuis 15 jours, parce que je pense qu'effectivement, l'effet repousse-soir-Le Pen joue à plein depuis 10-15 jours. Faut dire si on en croit les sondages. D'habitude, je suis sceptique. Éric Revel. Moi, où je voudrais dénoncer quand même l'hypocrisie de tout ça et l'incohérence totale, c'est que la campagne a été très violente sur Marine Le Pen. Oui. On a accusé, comme disait Sophie, de fasciste et d'extrême droite. Alors que quand on voit Emmanuel Macron qui accueille Marine Le Pen sur le plateau hier, il lui serre la main, il lui touche l'épaule, il lui sourit. Il donne pas du tout l'impression d'être en face d'un ennemi politique mortel. Donc cette mise en spectacle, cette mise en théâtre, ces qualifications qui ont fusé de part et d'autre, visiblement Emmanuel Macron, ou il les avait plus en tête, ou il considérait que tout cela était faux. Puis j'ajoute quand même, c'est que quand vous vous souvenez au début de cette campagne, des bonnes voix, des gens bienveillants s'élevaient en disant mais enfin ce serait quand même scandaleux pour la démocratie française que tenez Marine Le Pen n'ait pas ses 500 parrainages. Les mêmes ensuite ou presque expliquaient qu'elle était d'extrême droite et qu'elle était antidémocratique. Donc cette espèce de géométrie variable dans les jugements des uns et des autres, l'emballement médiatique, les anathèmes, les qualificatifs qui pleuvent dans tous les sens. Alors vous allez me dire ça fait partie de la politique. En tout cas, je ne sais pas si le Front républicain a bien fonctionné, mais en tout cas, il faut quand même avoir de la mémoire. On l'a affublé de tous les termes, de tous les mots. Et hier, quand j'ai vu le prince charmant de Sophie de Menton accueillir Marine Le Pen, j'avais pas l'impression du tout, si vous voulez, qu'il avait en face de lui une candidate d'extrême droite avec laquelle il ne voulait pas parler. Donc faut sortir de tout ça. La démocratie française ne s'emportera que mieux et les débats aussi. Oui. Alors on a Gilles en ligne avec nous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'hier soir ? Alors déjà j'en attendais beaucoup, j'attendais vraiment pour pouvoir me décider, parce que j'ai été, comme vient de le dire Monsieur Revel, j'ai vraiment été outré par ces 15 derniers jours et par le matraquage médiatique qu'on a eu, que ce soit les sportifs, les médecins, les artistes, etc. J'ai vraiment trouvé ça, j'attendais le débat et très sincèrement, comment vous dire, c'est un peu dans ce que vous disiez, moi j'ai eu cette impression que Monsieur Macron n'a pas voulu faire particulièrement d'efforts parce qu'il savait qu'il avait déjà gagné en fait, donc il s'est dit de toute façon c'était plié. Et je l'ai trouvé plutôt méprisant, un peu arrogant. Après, Monsieur Attali dit que c'est de l'excellence. Bon, moi je trouve que c'est de l'arrogance. Et effectivement, il connaît bien ses dossiers, il connaît bien les tableaux Excel, mais est-ce qu'il connaît les Français en fait ? À chaque fois qu'il va voir des Français, la dernière fois, il leur a dit Madame, vous ne connaissez pas la vraie vie. Bon sang, c'est une infirmière. Donc voilà. C'est vrai que c'est... Mais est-ce que j'avais cette impression-là. On avait quelqu'un qui savait, qui était dans les chaussures de quelqu'un qui a déjà gagné. Ouais. Donc vous ne saviez pas pour qui vous alliez voter en regardant le débat ? En fait, je savais pour qui je n'allais pas voter. Donc M. Macron, et je ne savais pas si j'allais m'abstenir ou voter. Je ne savais pas. Intéressant. Et maintenant, vous savez ? C'est-à-dire que les 15 derniers jours, plus le débat d'hier, m'ont confirmé que oui, j'allais voter contre. Même si je sais qu'il a déjà gagné, mais je vais quand même voter contre. Mais vous allez voter donc pour Marine Le Pen ? Absolument. Oui, c'est pas... Oui.
On entend ce que vous dites et ce que ressentent. Et d'ailleurs, les Français en ont ras-le-bol parce qu'ils passent leur vie à voter contre. Des 2 dernières élections présidentielles, ils ont voté pour Marine Le Pen. Compris, mais on vote contre quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que notre auditeur n'est pas forcément pour le programme de Marine Le Pen, mais il va voter contre quelqu'un. Et dans cette élection présidentielle, ce qui est très ennuyeux, c'est que les Français ne votent plus par adhésion réelle, mais ils votent contre quelqu'un. Ça fait déjà 2 ça fait un moment. On élimine, il faut véritablement éliminer. Alors, et c'est vrai que l'attitude et l'exercice d'Emmanuel Macron hier n'a pas contribué à ce qu'on veuille éliminer Marine Le Pen. On a Sandrine en ligne avec nous. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors attendez, je vais peut-être enlever. Vous m'entendez bien? J'ai le Très Bluetooth. bien. Non, c'est bien. On vous entend. Super. Oui, alors je voulais pas voir le débat justement hier. Je me suis dit je vais pas le voir, je vais aller travailler parce que puis bon, je suis indépendante agricultrice. Puis finalement je l'ai écouté, donc effectivement ça confirme beaucoup ce que j'ai entendu depuis ce matin là, de votre émission. Il a été très égal à lui-même, il change pas. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'au moins il est égal à lui-même quand il est en débat public comme ça. Et après, en ce qui concerne Marine Le Pen, bon, sur des sujets, elle a essayé de débattre. Sur certains sujets, bon, c'est sûr que lui, il les connaît très bien. Bon, après, il a essayé de tromper quand même là, sur quelques sujets au niveau de l'agriculture. Bon, ça m'a fait un peu rire, mais bon, on va pas partir là-dessus. Et après, ce qui m'a profondément marqué, c'est à la fin sur le référendum. Alors là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Parce que, si vous voulez, en 5 ans, il n'a pas écouté le peuple. Et moi, le référendum, c'est quelque chose d'important parce que bon, moi, je fais partie justement des Français qui n'a voté ni pour l'un ni pour l'autre. C'est-à-dire, j'ai ni voté pour M. Macron et Mme Le Pen. Et je trouve que le référendum, pour moi, est important. Et ce qui me fait peur, si vous voulez, quand la France insoumise espère avoir le maximum de députés, étant donné que M. Macron quand même a été c'est M. Hollande qui a monté cette machine à broyer, en fait, on va dire tout le Parti socialiste en particulier. Enfin, quand je dis socialiste, le bon socialiste, et voilà, enfin. Et après, bon, aussi la droite, enfin voilà, c'était son objectif. C'est quand même un extrême parti extrême. Alors voilà, excusez-moi là-dessus. Et c'est vrai que c'est ça qui me fait très peur. Parce qu'en fait, j'ai la sensation qu'il va avoir après une législative et que j'ai la sensation qu'il ne va pas encore nous écouter, le peuple. Voilà. Vous avez voté pour qui au premier tour, si c'est pas indiscret, Sandrine? Alors, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, d'accord. Voilà. Et là, vous allez faire quoi? Alors là, je ne sais pas du tout, et je suis très malheureuse. Et ça fait 2 ans que je suis malheureuse. Ça fait deux élections. 2 élections. Et vous savez pas, vous allez aller voter quand même ou pas? Ou vous ne savez pas non plus? Oui, je vais aller voter. Je vais voter. Ça va être ma conscience, subconscience et moi, Sandrine, devant mon bureau de voilà. Donc ça peut être blanc, ça peut être un bulletin blanc. Ça peut être un bulletin blanc ou ça peut être pour elle. Alors, pour elle, je vais pleurer. Vous savez, des gens comme nous, qu'on s'est battus, parce que moi j'ai 50 ans, qu'on a toujours eu une idée. Vous savez, je viens d'une famille. En plus, moi, je veux dire, j'ai un parcours très particulier parce que je viens de la ville. Je suis à Montpellier et j'ai des plein de cités. Je connais la cité, notamment, j'apprécie beaucoup maintenant, il s'appelle La Mosson, la Paillade. J'ai vécu avec, on était. Bon, et après, moi, j'ai fait des études, j'ai fait l'agriculture, je suis partie après, j'ai fait une exploitation d'HTTF. J'ai vécu les 2 catégories de gens, c'est-à-dire des gens de droite, extrême droite, des personnes qui ont des idées de gauche très extrêmes. Et quand je vois ce que c'est devenu, quand on se permet de dire, bon, c'est vrai qu'elle est de l'extrême droite, je n'ai jamais voté pour le parti de M. Le Pen, et je ne le voterai jamais, quelque part, ça me rend malade. Mais quand je vois, c'est comme il a monté sa machine, quand même, c'est une extrême centriste, et je dirais même un peu fascisme. Et vous savez, c'est le début, en fait, quand il dit une guerre civile, quand elle parle du voile ou peu importe, lui aussi, il a créé cette guerre civile. Il l'a créée. Oui. Ah, zut, on vous a perdu, Sandrine. Merci en tout cas d'être intervenue. C'est très très intéressant. Ces 2 appels, on voit que le débat dont on nous dit qu'il ne fait bouger en rien, on a 2 appels qui nous prouvent le contraire. Sur le référendum, je suis tout à fait touché par ce que vient de dire cette dame. J'ai vu des gens qui étaient des spécialistes de la Constitution, des experts. Sophie, ça va vous parler, ou même Michel qui est entrepreneur
entrepreneurs. On a l'impression, et Eric, il a été aussi, on a l'impression de voir nos discussions avec certains de nos avocats. Et des fois, on a une problématique humaine très précise et on se retrouve face à des avocats qui sont des hyper experts. Là, j'ai vu la même chose de gens qui étaient là, des spécialistes de la Constitution. Et puis en face, vous aviez des porte-paroles qui disaient, mais attendez, quand la volonté du peuple est là, à un moment, eh bien, on débordera. Et en tout cas, si jamais les élus le veulent et que le peuple suit là. Et je me suis dit, il y a un décalage entre deux postures. Qu'est-ce que ça peut provoquer, cet excès d'élitisme technicien dans les territoires. C'était bon sa réflexion, parce que quand elle a dit c'est le peuple qui est souverain, je veux dire, c'est vrai que c'est une énarchie depuis des années et des années, hein, c'est pas le propre de Macron, qui nous gouverne et qui n'en a rien à faire. On est bordé de lois, dès qu'il se passe quelque chose, il y a un décret, une loi, une vérification, une punition, une récompense. Je veux dire, et même quand on nous attribue des chèques, des chèques nourriture, des chèques logement, des chèques essence, c'est de plus en plus nos vies qui sont gérées par une technocratie. Mais cette technocratie, c'est le grand échec de cette campagne. Personne n'en a parlé. Eric, sur le fond d'Emmanuel Macron, parce qu'on voit que finalement, enfin les auditeurs qu'on a eus, est-ce que je peux lire sur les réseaux, sur le compte de Sud Radio, sont assez peu critiques sur Marine Le Pen, sur le fond de Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'elle a quand même été mise en échec plusieurs fois par Emmanuel Macron, où on a l'impression qu'elle était un peu perdue dans ses réponses. Oui, on a eu cette impression-là, en tout cas pas sur les thèmes régaliens où voilà, c'est plus son terrain de jeu, l'immigration, le port du voile, mais sur la question économique, oui, très clairement. Il y a un seul moment où elle a marqué un point, à mon avis, intéressant, mais qui passera au-dessus de la tête des Français. J'ai fait un lapsus révélateur, j'ai dit la dette des Français, c'est quand elle aborde la question de la dette et des 600 milliards d'euros de plus, où elle a raison. La dette s'est accrue de 600 milliards, dont simplement 165 milliards pour le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. Le reste, c'est un accroissement de la dette sous Emmanuel Macron. Évidemment, il a peut-être pas voulu s'étendre trop, mais là, elle a marqué un point. Alors, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que les proches d'Emmanuel Macron et Jacques Attali, qui est décidément insubmersible, hein, puisque lui, il est là depuis François Mitterrand, et il est absolument partout et il conseille tous les présidents de gauche, de droite, du centre. C'est quand Jacques Attali dit j'ai vu la figure de l'excellence en parlant d'Emmanuel Macron, il oublie juste une chose, c'est que Emmanuel Macron, dans ce pays, quand même il faut le rappeler, qu'on aime ou pas, il est en train d'affaiblir l'excellence. Il a supprimé l'ENA, il supprime le corps diplomatique, il supprime finalement avec son ministre Blanquer les accès d'excellence à des lycées prestigieux comme Henri IV ou Louis le Grand. Donc c'est bien d'incarner l'excellence, mais encore faudrait-il ne pas affaiblir la République en sapant nos réseaux d'excellence que sont l'ENA, quoi qu'on en pense, le corps diplomatique, quoi qu'on en pense, et des lycées prestigieux. C'est vrai, mais c'est la pêche au moule. Comme Henri IV et Louis le Grand. Maintenant, vous avez raison, c'est que, encore une fois, Marine Le Pen, me semble-t-il, elle avait plus travaillé, notamment sa posture, elle voulait apparaître calme, pas décontractée parce qu'elle ne l'était pas, mais voilà, sur les dossiers économiques, je trouve que, et je vais vous donner un exemple tout bête, elle aurait dû réagir, alors ça aurait pas bousculé les choses, mais quand Emmanuel Macron, pardonnez-moi, dit pendant 5 ans j'ai accru le budget de la défense, mais pas du tout. C'est bien pour ça que l'ancien chef d'état-major Pierre de Villiers est parti ou a été démissionné, parce que justement, avant la guerre en Ukraine, le budget de la défense avait été réduit comme portion congrue. La dernière fois où il y a eu une très grosse augmentation du budget de la défense, c'est à l'époque où Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense sous Jacques Chirac. Et bien là, Marine Le Pen aurait dû dire pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? Que vous avez accru depuis 5 ans le budget de la défense? Mais pas du tout, monsieur Macron. Vous l'avez réduit, au contraire. Oui, mais pareil sur l'hôpital. Si, elle pouvait lui répondre. Elle pouvait lui répondre sur l'hôpital, pareil. Ça fait tellement peu de temps qu'on ne pouvait pas reprendre chaque justement, fois. C'est ça le problème. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Il nous reste assez peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce débat? Juste, c'est presque anecdotique, mais sur la querelle des éoliennes, Marine Le Pen qui accusait Emmanuel Macron d'avoir décidé de planter des éoliennes partout, sauf devant le Touquet. Donc, d'après le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, c'est en fait Ségolène Royal, qui était ministre de François Hollande, qui avait essayé d'imposer des éoliennes, et les citoyens locaux qui s'étaient opposés, mais pas Emmanuel Macron. Mais bon,
Mais faut essayer d'analyser les impensés, Valérie, pour répondre à votre question, et de se dire jusque-là, c'était toujours confrontation de projets et de petites phrases. Et pour la première fois, enfin peut-être la deuxième fois, il y a 5 ans, l'attitude de Marine Le Pen a provoqué une catastrophe dans son camp. Cette fois-ci, tout le monde, même si il en mesure pas complètement l'importance, tout le monde note des attitudes différentes, et on sait que c'est important dans notre vote. Et donc, est-ce que ces attitudes, plus que les petites phrases, plus que la conquête et la bataille des chiffres, quel poids de ces attitudes sur le vote de dimanche? C'est la question qu'on peut se poser, et peut-être qu'on aura des éléments fondagiers. Alors maintenant, il y a la guerre en Ukraine, il y a un homme d'expérience, etc. Peut-être qu'une fois le ressenti de ce débat passé, il y a une espèce de rationalité, des gens qui disent ah bah il a l'expérience, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vrai que voilà. Ouais, Eric. L'atout principal d'Emmanuel Macron avec ce débat ou hors débat, c'est que c'est rare d'avoir quelqu'un de jeune qui a de l'expérience, parce que par définition l'expérience vous l'accumulez avec les âges. Or là, il est jeune, il apparaissait jeune face à une Marine Le Pen un peu plus, je vais pas dire vieillissante, mais voilà, qu'on connaît depuis longtemps, et en même temps il a accumulé une expérience. Donc je pense que l'atout d'Emmanuel Macron, au-delà de ce qu'on a dit sur sa connaissance des dossiers, c'est que c'est quelqu'un de jeune qui a accumulé une expérience avec les crises que la France a passées depuis 5 ans. Et ça, c'est assez rare. Alors, vous allez me dire, ce qui est rare est cher, et peut-être que vous me direz, ma chère Valérie, que pas du tout, parce qu'un cheval borgne, c'est rare et ça vaut pas un clou. Bon, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une denrée finalement assez extraterrestre, Emmanuel Macron. Sa prise du pouvoir il y a 5 ans, la façon qu'on aime ou qu'on n'aime pas dont il a géré la crise, mais il a accumulé une expérience en demeurant aux yeux des Français jeunes. Parfois, les femmes sont même séduites par Emmanuel Macron, ma chère Sophie. Et ça, je pense que c'est un point important. Alors, j'entends Jackie qui nous explique que peut-être que tout ça, on l'a mal vu, on l'a mal compris, et que tout va s'inverser. Le peuple est souverain, il votera en conscience. Mais voilà, j'ai cette impression forte. Maintenant, attention, le quinquennat, s'il devait être avec Emmanuel Macron, il va être extrêmement périlleux économiquement, socialement, écologiquement. Personne ne les a vus passer, mais les prévisions du FMI à l'échelle de la planète, de l'Europe et de la France sont pas bonnes du tout sur plein de choses, l'inflation, les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat. Donc ce quinquennat-là, pour lequel tout le monde se bat pour être à la tête de l'État, en fait, ça s'annonce extrêmement périlleux et compliqué. Ouais. Et nous n'aurons pas de belle de sitôt du duel Macron-Le Pen, puisqu'il faut quand même rappeler que Emmanuel Macron, s'il est réélu président de la République, ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Ce qui va peut-être lui permettre de faire des choses... Voilà, mais peut-être de revenir dans 10 ans en revanche. Et peut-être que Marine Le Pen sera toujours là, puisque les Le Pen en sont à leur énième débat. Elle a dit que de second tour. Elle a dit que c'était fini. C'est vrai, mais je suis pas certain qu'elle est... Comme Jean-Luc Mélenchon. Qu'elle en ait la tentation. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Non, oui, Premier ministre maintenant. Et Marine Le Pen Premier ministre peut-être. Ce qui va se jouer quand même, pardonnez-moi d'ajouter juste ça, parce que c'est passé inaperçu, parce qu'on était focalisé sur un autre sujet, mais Éric Zemmour, 7% au premier tour, qui appelle à la reconstruction des droites, je pense que Marine Le Pen, qui va de nouveau sans doute, on verra, échouer, est-ce qu'elle pourra se positionner en tant que leader et emmener son parti pour la reconstruction de la droite? Est-ce que ce sera le pivot? Est-ce que ce sera un apport? En tout cas, ce qui va se jouer là, et Zemmour vient de le dire là hier, en fait, c'est qu'il fallait reconstruire la droite. Donc là, c'est un vrai sujet, avec ou sans Marine Le Pen. Oui, il y a ce matin une tribune dans le Figaro, construisant une coalition des droites et des patriotes pour les législatives. Guillaume Pelletier. Moi, j'aimerais savoir où sont les libéraux surtout, parce que les droites telles qu'on nous les décrit aujourd'hui, la droite de Zemmour, la droite de Marion Maréchal, etc. Est-ce que c'est la droite? D'abord, je ne sais plus ce que c'est que la droite, parce que d'abord on m'a expliqué que Marine Le Pen était extrême droite, économiquement elle est de gauche. C'est pas du tout le contraire. Là, apparemment tout le monde est à gauche économiquement. Il y a eu un grand écart, mais les libéraux sont partis et moi j'attends une droite libérale, mesurée. Et c'est pas ce que j'ai entendu de Zemmour, ni même de Marine Le Pen. Donc c'est compliqué. Je sais pas ce que c'est que la reconstruction des droites.
Mais pour répondre à Éric Revel, à plus de 45% dimanche, Marine Le Pen peut provoquer quelque chose qu'il faudra regarder lors des législatives. Et il faudra aussi regarder la manière dont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont continuer de se mobiliser parce qu'il y a une vraie dynamique. Et la cohabitation certaine, parce que pardonnez-moi, on a vraiment une crainte de cohabitation. Je ne suis pas du tout sûre que le président de la République actuelle accepte l'idée d'une cohabitation. C'est assez intéressant de voir ce qu'il va faire. Et puis devant le Front républicain pendant les législatives, est-ce que ça peut, le Front républicain pour les législatives, il peut ne pas fonctionner. Bien sûr. Il va sans doute fonctionner dimanche, mais le petit candidat dont tout le monde se fiche au fin fond de je ne sais trop quel territoire des Hauts-de-Seine, eh bien, s'il fallait le porter pour contrarier un peu Macron, ça peut arriver. Éric ? Il faut remarquer quand même une chose, hein. Encore une fois, moi je raisonne platement et j'essaie objectivement, c'est que celui qui a superbement bien joué, c'est Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi. Mais alors évidemment, certains vont trouver ça extrêmement arrogant, qui disent élisez-moi Premier ministre comme il l'a fait sur une chaîne de télévision. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de poursuivre le vote utile sur les législatives. C'est-à-dire qu'en réalité, il va siphonner sans doute l'électorat, ce qu'il en reste du PS, du PC, peut-être une grande partie des Verts, et c'est pas impossible que si vous avez une sorte d'union de la gauche voulue par Jean-Luc Mélenchon pour ces législatives, je rappelle qu'à 12,5% vous maintenez au second tour d'une législative, c'est pas impossible que la surprise puisse être dans ce camp-là. Alors, cohabitation ou pas, on verra, mais moi j'ai trouvé, pardonnez-moi, que le vieux leader de la France insoumise, avec, je le dis, sans acrimonie, en fait, il a eu un réflexe politique de survie politique absolument hallucinant. Il surfe sur sa 3e place, qui à 400 000 voix près était la 2e place, et il essaie de transformer ce nouvel échec en succès. Et là, je vais vous dire, c'est pas forcément impossible, parce que en réalité, pour les Français, qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui? C'est deux visions. L'une d'une économie libérale, mondialisée, d'Europe fédérale portée par Emmanuel Macron, le papa de la Start-up Nation. Et en face, qu'est-ce qui apparaît? Un changement de société qu'on aime ou qu'on n'aime pas, porté par Jean-Luc Mélenchon. Oui, sauf que Macron, finalement, ne porte pratiquement plus le libéralisme. Mais ce qui est vrai, c'est un Nathalie Arthaud, Mélenchon. Vous avez vu son tweet. Macron fait remarquer à Le Pen que l'augmentation de salaire qu'elle promet ne dépend pas d'elle mais du patron. Le Pen fait remarquer à Macron que ce sera pareil avec sa promesse de prime. Et oui, l'un et l'autre nous racontent des cracks. Voilà, Nathalie Arthaud, présidente. Merci à tous les quatre.